Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des finances et mes chers collègues, je prends donc la parole en tant que co-auteur de cette proposition de loi, fruit d'un travail transpartisan, donc mené avec Rémi, Jean-Yves Roux, et je tiens vraiment à les remercier l'un et l'autre parce que nous avons travaillé vraiment en parfaite complémentarité. Rappelons-le, la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations qui était transférée aux intercommunalités en 2018 était aussi le fruit d'un amendement en fait parlementaire et peut-être que les études d'impact à l'époque n'ont pas été faites sur le sujet. Cette compétence est particulièrement lourde, notamment quand on est face à des enjeux majeurs, l'aménagement des bassins versants, l'entretien des cours d'eau, la protection contre les inondations, la sauvegarde des zones humides. Ces responsabilités pèsent lourdement juridiquement et financièrement pour les élus locaux, et j'insiste sur le juridique qui monte en puissance. J'ai eu encore un exemple aujourd'hui d'un château viticole qui attaque une communauté de communes sur le sujet. En Gironde, par exemple, la communauté de communes de Montesquieu s'est vue transférer de force 20 km de digues en mauvais état, avec 10 à 15 millions d'euros de travaux à sa charge et près d'1 million par an pour la maintenance. Et donc tout le sujet repose sur l'assiette fiscale qui est donc à l'échelle des communautés de communes concernées. Et même si on met la fiscalité à 40 € maxima, ce qui peut parfois être très élevé sur des territoires précarisés, dans certains territoires, ça ne suffit pas. Certains pourraient craindre que cette proposition de loi déplace les responsabilités de l'État vers les collectivités, ou pire, qu'elle remette en cause leur libre organisation. Mais c'est exactement le contraire. Ce texte propose et renforce une boîte à outils financière à disposition des élus locaux, malgré une solidarité nationale qui est en berne, ou du moins qui est attendue à une autre hauteur. Oui, il faut le dire, nous assistons déjà à un désengagement de l'État. Les travaux d'urgence à engager après les inondations de ce début d'année sont colossaux. La dotation DESEC existe, mais sa complexité empêche de nombreuses collectivités d'y accéder. Le fonds Barnier est amputé, lui, chaque année, d'une partie des contributions issues des contrats d'assurance reversés au budget de l'État. Il nous manque, à l'arrivée, 150 millions d'euros. Les crédits du fonds vert, loi de finances après loi de finances, se réduisent. Et pourtant, ils pouvaient intervenir sur le sujet. Les ressources des agences de l'eau sont ponctionnées, alors qu'elles sont des instruments essentiels. La question est donc simple. De quel côté souhaitons-nous être? Celui de l'inertie ou celui des propositions? Il faut donc agir vite. Vous le savez, la taxe Gemapi seule est insuffisante. Elle ne couvre ni l'emploi des besoins, ni les charges très inégalement réparties. La seule manière d'obtenir de meilleurs résultats consiste à renforcer la solidarité sur des périmètres plus étendus. Établies à cette échelle, des structures de coopération adaptées permettent de coordonner les compétences techniques et de porter des projets d'intérêt commun. C'est bien sur cette base que se fonde cette proposition de loi. Nous vous appelons donc à la voter. Elle est le fruit d'un travail approfondi avec la délégation collectivité territoriale et je tiens à ce titre à saluer son président. Je réinterviens et j'en remercie ma chef de file, Frédéric Espagnac, qui m'a laissé un peu de temps par rapport à ça pour approfondir certains argumentaires et pour revenir peut-être, monsieur le ministre, sur, au travers de votre intervention, peut-être sur quelques sujets. Prenons l'exemple du budget annexe. Le budget annexe, en fait, c'est les communautés de communes qui ont la compétence gemapienne. Donc, sincèrement, monsieur le ministre, les communautés de communes sont maintenant habituées à mettre en place un budget annexe. Dès que vous avez une zone d'activité économique, on fait un budget annexe, de telle manière à mettre en lisibilité, effectivement, les dépenses. Donc, sincèrement, les communautés de communes sont maintenant habituées à mettre en place des budgets annexes. Et ça a le mérite de mettre en lisibilité, véritablement, la politique au regard de l'ensemble des parties prenantes. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont effectivement aujourd'hui. Alors, 2 mois après les crues qui ont frappé notre pays, après les appels à la mobilisation générale du Premier ministre, les déplacements ministériels, parfois mal accueillis, il faut quand même le souligner, quelques promesses, on attend les décisions aujourd'hui et il faut qu'elles soient à la hauteur. Mais prenons un exemple concret sur l'article 4 qui prolonge la subvention à 80% du fonds Barnier jusqu'en 2035. Il fait l'objet, monsieur le ministre, d'un amendement de suppression de votre part. Certes, une décision claire, mais quand même un signal inquiétant parce que, à l'heure actuelle, le dispositif court jusqu'en 2027. 2027 inclus, avec le projet de loi de finances. Donc, il n'y a pas de souci pour 2027. Sauf que, comme beaucoup de collectivités sont en retard, elles ne vont pas pouvoir bénéficier du dispositif au-delà de 2027. Et il s'agit de digues domaniales qui ont été transférées. Et ces digues domaniales, quand elles ont été transférées, c'est dans des conditions parfois insupportables. Et elles se retrouvent avec un cadeau
qui a été transféré par le gouvernement et avec une temporalité qui est inacceptable aujourd'hui. Donc le fait de reborner sur 2027 et de ne pas aller, comme nous l'avons écrit, nous, jusqu'en 2035, sincèrement, Monsieur le ministre, c'est une erreur. Je pense qu'il faudrait reconsidérer effectivement cette situation. Et puis j'en viens à la question de l'assurance. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Je remercie vraiment le rapporteur pour le travail qui a été fait, sincèrement. Je crois qu'il y a eu un dialogue efficace. Mais je crois qu'on est tombé d'accord. Il va falloir retravailler quand même ce sujet. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de la situation. Il va nous falloir approfondir. On a essayé d'instituer une forme de système bonus-malus qui allait effectivement dans le bon sens, mais il est sans doute aujourd'hui techniquement pas encore suffisamment solide. Mais je pense qu'il faut aller plus loin sur ces sujets-là. Donc la question de l'assurabilité est enfin importante. Et puis juste lever un petit... Sur le sujet de la taxe d'aménagement, on comprend bien la réaction des départements de France, mais en fait, il faut penser à un retour à bonne fortune. N'oublions pas qu'il y a 5 ans, la taxe d'aménagement était très productive. Il n'y avait aucun problème. Et c'est la crise du logement qui nous amène aujourd'hui à une baisse des droits de notaire, pourrait-on dire, et avec un problème de recouvrement à une telle situation. Donc il faut penser effectivement au CAUE, je pense à eux, mais la piste de la taxe d'aménagement n'était pas si mauvaise que ça pour consolider le modèle économique. En tout état de cause, mes chers collègues, il faut agir rapidement parce que les événements et les situations peuvent revenir effectivement très rapidement dans quelques jours, quelques semaines et quelques mois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à force de revenir dans cet hémicycle, certains sujets finissent par ressembler à des alertes qu'on ne peut plus ignorer. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations en font hélas désormais partie. 6 textes en 2 ans, ce seul chiffre dit à la fois l'ampleur du défi et l'urgence persistante à laquelle nos territoires sont confrontés. Car derrière la chronique technique GEMAPI, il y a une réalité bien concrète, parfois tragique. Entre novembre 2023 et juin 2024, 13 de nos concitoyens ont perdu la vie à la suite d'inondations. Dans le même temps, un département sur 2 a été frappé. Et les dégâts matériels, eux aussi, témoignent de cette violence. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, ils sont estimés aujourd'hui à 640 millions d'euros. Maintenant que nous disposons de l'ensemble de ces événements factuels, que nous apporte réellement le texte qui nous est soumis aujourd'hui. Cette proposition transpartisane puise sa légitimité dans l'existence de solidarité qu'elle entend instaurer, ainsi que dans la prise en compte indispensable des spécificités territoriales pour sa mise en œuvre. Les textes précédents pâtissaient d'un cadre juridique inabouti et insuffisamment adapté aux réalités de terrain. En tant qu'élu de territoire de montagne et de plaine, j'ai pu constater les spécificités liées aux crues torrentielles en zone de montagne qui se distinguent nettement des inondations de plaine. En commission des finances, ce texte a été examiné avec bienveillance. Toutefois, nous regrettons au groupe socialiste que le rapporteur ait demandé la réécriture de l'article 2, instaurant la création d'un fonds de solidarité par bassin versant et la suppression des articles 3 et 5. C'est pourquoi le groupe socialiste a déposé plusieurs amendements afin de les rétablir dans leur rédaction initiale. En effet, le texte initial nous semble exhaustif et j'en profite pour féliciter ses auteurs. Sur la question du financement, les auteurs insistent sur l'insuffisance des ressources liées à la taxe GEMAPI, mais surtout sur une taxe qui reproduit, voire aggrave, les inégalités entre territoires. Les territoires d'amont, généralement plus ruraux, ou quelquefois montagnards, plus exposés et moins peuplés, à peine à réunir les fonds nécessaires, tandis que les intercommunalités urbaines et densément peuplées mobilisent plus aisément des ressources avec un taux faible. Ce constat, nous le partageons tous dans cet hémicycle. En tant que secrétaire général de l'ANEM, je voudrais également rappeler que les collectivités de montagne sont parmi les premières à contribuer à l'effort financier en matière de prévention des inondations, malgré un potentiel fiscal relativement faible lié à une densité de population qui l'est tout autant. Et puis, l'on progresse en altitude, donc en amont des cours d'eau, plus la taille et le potentiel fiscal des communes se réduisent. Or, les communes situées en aval bénéficient parfois des aménagements mis en place par celles de l'amont, sans y contribuer financièrement. Le groupe socialiste a donc déposé un premier amendement à cet article afin de réintroduire la création de ce fonds de solidarité. Nous regrettons donc que celui-ci ait été déclaré irrecevable par la Commission. Pourtant, cette possibilité facultative est nécessaire pour répondre aux défis financiers de demain. De plus, le fonds ne devrait pas être simplement abondé par la taxe GEMAPI. J'insiste, mais la solidarité amont-aval proposée par l'article 2 me paraît incontournable. Par exemple, dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, toute l'eau de ce bassin versant
alimente le lac de Serponçon. Lorsque Lucie a débordé, des villages entiers ont été détruits. Or, l'eau de ce lac alimente également l'agglomération de Marseille, dont la population est considérablement plus élevée que celle des deux départements, qui comptent respectivement 140 et 150 000 habitants. Ces derniers, dont la taxe GEMAPI est fixée à 40 € par habitant, doivent assumer l'essentiel des travaux en s'appuyant sur cette assiette fiscale très faible, tandis que Marseille, où la taxe est fixée à 3 € par habitant, capte 25 millions d'euros sans avoir à réaliser de travaux. Il faut en finir avec ce paradoxe juridique consistant à acquérir une compétence sans pouvoir le financer correctement. Aujourd'hui, le recours à la taxe est en constante augmentation. 428 EPCI l'a levé en 2018, ils étaient 603 en 2020, ils sont 910 aujourd'hui, soit une hausse de 55% depuis 2022. Le montant global prélevé est celui aussi en augmentation du fait d'un nombre croissant de PCI concernés et d'un produit moyen par habitant également en hausse. L'article 3, visant l'affectation d'une part de la taxe d'aménagement à la GEMAPI, est sur le fond parfaitement cohérent. C'est pourquoi le groupe socialiste ne comprend pas sa suppression par le rapporteur en commission et souhaite rétablir sa rédaction initiale. En effet, mobiliser les recettes de la taxe d'aménagement pour financer les actions liées à la GEMAPI apparaît logique, même si il nous faut rester vigilants car le rendement de cette taxe souffre aujourd'hui d'incertitudes. Ainsi, ce texte ouvre le champ des possibles sans imposer d'obligations. Il permet aux élus de s'en servir sans avoir le sentiment d'être soumis à de nouvelles normes. Alors que ce texte traduit une réelle volonté d'écoute des élus locaux, le groupe socialiste ne comprend pas la volonté du rapporteur de vider l'article 5 de ce contenu. Cet article, qui crée une réduction de franchise en cas de mise en œuvre par la collectivité de mesures de prévention concernant l'assurance des collectivités territoriales, en est sans doute l'illustration la plus profonde d'une écoute de nos élus locaux. Nous constatons en effet le désengagement du secteur assurantiel face aux risques accrus auxquels les collectivités territoriales doivent faire face. C'est pourquoi un troisième amendement a été déposé pour rétablir également cet article. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de ce texte et remercie Hervé Gillet, sénateur socialiste Gironde, d'en avoir été l'un des initiateurs.